Mon mot de minuit, c'est inconscient. Inconscient parce que déjà, d'abord, il est minuit, donc c'est l'heure des rêves et c'est l'heure où l'inconscient peut se libérer un petit peu des pressions dans lesquelles l'état diurne le met. Et surtout parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque un peu à en parler de l'inconscient. Et nous, on travaille tout le temps avec ça. Si on n'avait pas d'inconscient, il n'y aurait pas d'art du tout, en fait. Voilà. Mon mot de minuit est passion. Parce que je pense que la passion permet aux êtres humains de se dépasser, de faire des choses incroyables et d'aller au bout de leurs rêves. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous sommes à près de 600 numéros de Démo de minuit. Nous sommes en 2020 et je voulais commencer par ceci. Ça s'appelle le remords et vous allez voir. J'ai commis le plus grand des péchés que l'on puisse commettre, le péché de n'avoir pas été heureux. Que les glaciers de l'oubli me saisissent, qu'ils m'entraînent, qu'ils me dispersent sans pitié. J'ai trompé mes parents, je sais qu'ils m'engendrèrent pour la vie, pour le risque et la beauté du jeu, pour la terre et pour l'air, pour l'eau et pour le feu. Je n'eus pas de bonheur, faillis à satisfaire leur jeune volonté. Mon esprit s'appliqua à l'art, à ses défis symétriques, à la vacuité de ses quêtes de consonance. On me créait vaillant, je n'eus pas de vaillance. Une ombre est toujours là, ma compagne, ma sœur, et si je dis son nom, je l'appelle Malheur. Ce texte a été écrit en 1976. Il est extrait d'un recueil de poèmes qui s'appelle La monnaie de fer, et c'est Borges qui a écrit ce texte. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il détestait en fait ce poème, parce qu'il a toujours dit, il a toujours estimé que c'était un de ses textes les plus ratés, je mets le mot entre guillemets, mais voilà, c'est un poème que je vous offre pour cette année 2020. Simplement, je signale aussi que comme c'est la première émission de cette année, il y a 5 ans se passaient ces choses, Charlie Hebdo, et c'était une rédaction qui était quasiment décimée. Et puis je voulais ici rendre hommage à Marie-Odile Régnier. Marie-Odile Régnier a été la coordinatrice de cette émission pendant des années. Elle a choisi en 2020 un autre moment de sa vie personnelle. Alors bonne route Marie-Odile. Vous êtes sur Démo de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. De Toulouse à Paris, de Rio à Moscou, elle écrit 1027 fois, certes j'exagère, le mot travail dans Étoile, ce livre où elle raconte au choix sa vie d'artiste, son chemin vers un firmament, son rapport au corps, parfois meurtri, à ses amoureux de plateau et de pas de deux, ses joies de maman, l'institution le permet, et un régime spécial de retraité à 42 ans. Elle ne les a pas, sa force de caractère, si. Dorothée Gilbert est danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer les bonnes tables, elle se laisse toujours posséder par ses personnages, soigne à la perfection son en dehors, au fait, son sourire, son plaisir et son envie d'être à la pointe sont éclatants. La servante, cette lampe toujours allumée, est au théâtre ce que le chocolat est au metteur en scène Stéphane Braunschweig, la garantie d'une pérennité rassurante. Il a fait philo à Normal Sup, flirté avec un désir de cinéma, était formé par Vitesse et excelle dans la mise en scène, théâtre et opéra. D'Orléans à Strasbourg, de la colline à l'Odéon et à l'Europe aujourd'hui, il dépoussière par les dispositifs ou les rappels au réel les pièces montées. Avec Pirandello, Ibsen, William, Molière ou Brecht, Ligre ou Tchekhov, entre autres, il cherche à creuser la place du spectateur. On le soupçonne d'être un poil perfectionniste, qu'à cela ne tienne, le théâtre est pour lui lieu de résistance, de nuance et de complexité. Musique également dans cette émission avec un trio singulier, Surel, Segal et Goubitch, violon, violoncelle et guitare. C'est Démo de minuit, entrez, vous êtes chez vous.
Dorothée Gilbert, Stéphane Braunschweig, merci d'être avec nous. Quelques mots qui vous concernent tous les deux, pour commencer. C'est l'idée de l'origine. Vous avez eu la chance, pour vous Stéphane, de naître ou d'arriver au monde dans un milieu plutôt favorisé, avec quelques belles références. Je lis par exemple que votre grand-père, me semble-t-il, était directeur de cabinet de Badinter au moment de l'abolition de la peine de mort. Bon, voilà, ça vous situe, père avocat, mère psychanalyste. Voilà, donc finalement, une chance. Et puis, vous, Dorothée Gilbert, c'est Toulouse, et milieu plutôt modeste, plus modeste que le sien, en revanche, des parents qui vont tout faire pour vous, enfant unique, c'est-à-dire que de Toulouse, on va venir en région parisienne pour que vous puissiez devenir la danseuse étoile que vous êtes devenue. Un mot sur vos origines à l'un et à l'autre, Stéphane. D'abord, c'est une origine qui est beaucoup plus mélangée que ce qui l'ensemble, parce qu'en fait, ma mère vient d'un milieu extrêmement populaire. Ma grand-mère était couturière, mon grand-père était cheminot, et donc, en fait, c'est plutôt une famille, voilà, mélangée, modeste, de la bourgeoisie intellectuelle, et puis de l'autre côté, voilà, milieu ouvrier. Et c'est important parce qu'en fait, moi, je me sens tout à fait venant de être au croisement, en fait. Et c'est vrai que dans l'art, dans le théâtre, c'est question de croisement, c'est-à-dire d'identité croisée, d'identité, on n'est pas assigné à quelque chose, mais on peut naviguer, on est parfois en porte-à-faux. Ça fait travailler. Et puis, enfin, l'importance aussi de toujours, quelle que soit l'ancienneté du texte, le réel qui est toujours... Après, c'est vrai aussi que mon grand-père, que vous citiez, qui était effectivement directeur de cabinet de Badinter au moment de l'abolition de la peine de mort, donc on préparait tout le dossier. C'est une fierté pour moi, évidemment, mais c'était aussi un être... voilà, assez exemplaire sur le plan de la déontologie, sur le plan des valeurs, et c'est des valeurs qui m'ont été transmises. Et ce grand-père, quand il était jeune, il avait 18 ans, quand il a commencé à faire son droit, en même temps il voulait faire du théâtre. Et il n'a jamais fait de théâtre. Il a été dans la justice, et j'ai souvent pensé que je réalisais des refoulés familiaux. Et pour vous, Dorothée? Moi, donc oui, un milieu assez modeste dans le sens où mon arrière-grand-mère était venue d'Espagne, elle est arrivée à Toulouse et a créé une entreprise de blues, donc couturière aussi, hein, pour vivre. Et c'était donc l'entreprise de mon arrière-grand-mère que mes grands-parents avaient récupérée et que mes parents avaient récupérée aussi. Donc, dans les origines aussi, j'ai cru comprendre que mon arrière-arrière-grand-père, pour gagner de l'argent en Espagne, il allait dans les bars et il dansait sur les tables. Peut-être que c'est de là que ça vient. Vous dansez sur la scène des opéras du monde entier. Pas oui, mal. c'est plus stable. Je vous lis, je passe la première audition, le premier barrage. Vous avez 11 ans. Le corps d'une ballerine doit présenter des proportions parfaites, respecter des critères spécifiques en fonction de son âge. La danseuse doit avoir une petite tête, un long cou, de longs bras, de longues jambes. Elle doit être mince et élancée. L'infirmière mesure, me pèse, tandis qu'un professeur teste ma souplesse et mon en dehors. Mon corps remplit les critères demandés. Je peux me présenter au deuxième examen. C'est un cours de danse. Je suis recalé. La sanction est immédiate et rude. Mon nom n'a pas été appelé. Je ne fais pas partie de la liste des heureux élus. Pas d'explication, aucun conseil. Je repars comme je suis venu. La légèreté en moins. On rentre bredouille à Toulouse. Voilà vos débuts. Et on voit bien que là est figuré le chemin qui est à venir. Juste avant de commencer l'émission, on en parlait avec vous et Stéphane. Le mot travail, je n'ai pas compté, mais je pense que je le ferai pour le papier d'accompagnement que je ferai pour cette émission. Je compterai le nombre de fois où le mot travail est utilisé dans ce livre. Parlons de vos défauts. Vous manquez de souplesse, votre en dehors laisse à désirer. Vous avez un problème de mollet,
Ça, c'est pour les blessures. Ça, c'est pour les blessures. C'est encore notre pan. Et puis après, vous dites aussi, tout ceci, et je l'extrais de votre livre, vous avez, à l'époque, vous aviez des hanches qui étaient, voilà, qui étaient à redessiner ou je ne sais quoi. Et puis il y avait la bosse, il y avait la bosse sur le nez. Comment est-ce qu'on réussit à être danseuse étoile quand on a de telles pesanteurs? Ben justement, on travaille beaucoup. Il faut savoir aussi que j'avais des gros défauts, mais que j'avais aussi des qualités. C'est-à-dire que mes qualités, c'était le sens du mouvement, la coordination, la musicalité. Et donc, c'est pour ça que mon premier professeur a dit à mes parents, mon premier professeur de l'école de danse a dit à mes parents quand ils les ont vus, bah, votre fille, elle aurait pu être danseuse, mais il y a 100 ans. Voilà. Donc ça veut dire que quand on voit les sportifs aujourd'hui et quand on voit les sportifs d'il y a 100 ans, on voit une énorme différence de technique, de mouvement. La manière dont les mouvements sont exécutés sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus purs aujourd'hui. Oui. Moi, c'est exactement pareil pour la danse. C'est-à-dire que je faisais tout, mais très moche, un peu brouillon, très brouillon. Et il a fallu polir tout ça petit à petit au fil des années pour que le geste soit de plus en plus beau. Alors, le deuxième mot qui vous va à tous les deux, c'est la question du corps, c'est-à-dire le corps en scène. Comment mettons des corps en scène? Et je le dis vous concernant et redoublant la question, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes dans le corps, mais aussi vous avez envie d'incarner les personnages que ce corps joue sur scène. Donc Stéphane, comment est-ce que, et on y viendra tout à l'heure sur la mise en scène, notamment là où vous avez appris, c'est à Chaillot, hein, vous avez appris, comment est-ce que vous percevez le corps des acteurs, des comédiens que vous mettez en scène? Comment vous l'utilisez? Vous êtes à la fois metteur en scène, scénographe. Mais pas chorégraphe. Et pas chorégraphe. Pas chorégraphe. J'aurais bien aimé, mais Ça je peux pas tout faire. Non, d'abord, il faut faire beaucoup confiance aux acteurs, en fait. C'est-à-dire que le metteur en scène, c'est quelqu'un qui va vivre toutes sortes de choses par procuration, qui va se projeter à regarder des acteurs jouer des personnages. Mes acteurs disent toujours que quand ils me regardent mettre en scène, donc quand ils prennent le regard en face, ils voient que je joue tous les rôles. C'est-à-dire que je vis dans ma tête, dans mon corps, tout ce qu'ils font, mais par procuration. Mais en même temps, il faut vraiment leur donner, leur faire confiance, parce que c'est leur corps, c'est leur façon de bouger. Et je suis assez peu interventionniste sur ce qui est, disons, du corporel. Je suis très interventionniste sur ce qui est des mots, sur la façon de faire sortir du sens d'un texte. Et après, sur le corps, je les laisse. On va vous regarder danser forcément, mais sur la question du... pourquoi est-ce qu'il faut en plus que vous ayez envie du rôle, au-delà du travail du corps? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez en plus besoin d'être aussi comédienne? Parce que c'est ce qui me plaît, dans la danse, c'est l'interprétation, c'est être habité par un personnage, c'est ne plus être vraiment soi, mais être quelqu'un d'autre sur scène. C'est ça qui est beau dans la danse. Finalement, c'est ça qui m'a plu quand j'avais 10 ans et que j'ai été voir mon premier spectacle de danse. C'était pas la danse, c'était le fait de pouvoir s'exprimer, de raconter des histoires à travers un langage qui est celui de la danse, mais qui aurait très bien pu être celui du théâtre ou du cinéma. Mais finalement, ce qui me plaît le plus, c'est d'incarner des personnages. Alors, il y a deux choses à cet endroit-là qui me viennent, et je les prends telles quelles. C'est 3 remarques. Une remarque sur la solitude de l'artiste que vous évoquez, une remarque sur l'ici et maintenant. Vous notez, par exemple, à la toute fin de votre livre, c'est l'avant-dernière page, les heures passent à la vitesse de l'éclair et le spectacle semble n'avoir duré que quelques secondes. Et pourtant, à la faveur d'une figure particulièrement exigeante et d'un pas de deux très fort en émotion, ce temps peut aussi s'arrêter ou s'étirer à l'infini. Ce sont ces instants-là, entre ciel et terre, que je guette et qui sont mon moteur. C'est pour ces moments de grâce que je danse. Qu'est-ce que c'est que ce moment suspendu? C'est tellement difficile à décrire avec des mots. C'est comme si on était en harmonie
avec soi-même, avec le moment. Au nom de ce à quoi j'appartiens. Oui, comme une sorte de... On se sent à la bonne place au bon moment. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment. C'est pareil pour Oui, je pense qu'il y a toujours des moments où, finalement, c'est le moment où on oublie le travail. C'est-à-dire que le travail, il a permis d'accéder à ces moments de grâce. Et puis tout d'un coup, on oublie qu'on fait du théâtre, on est juste là, dans l'ici et maintenant, et dans l'évidence du présent. C'est vrai que les acteurs cherchent ça, les danseurs et les metteurs en scène aussi. Alors, dernière remarque comme ça, qui sont là et qui sont assez étonnantes, que je goûte dans votre livre, la solitude de l'artiste quand on sort de scène, mais il y a aussi l'amour qu'on vit sur scène. Alors, il y a une première étape que vous situez très bien, c'est-à-dire que comment vais-je faire, moi qui suis femme, pour me trouver un ami alors que je suis dans un milieu extrêmement, plutôt homosexuel, oui. On va dire ça comme ça. Ça, c'était quand vous étiez petite. Voilà. Et plus puis, jeune. plus jeune. Et puis après, et autrement, évidemment autrement, il y a ce moment qui est étonnant, dont vous parlez très bien, c'est ce moment où vous êtes amoureux de votre partenaire, parce que ce que vous avez à donner et à représenter est l'amour, sauf que l'amour, vous le vivez. Et vous dites que c'est pas évident de s'en sortir, parce qu'après, on retourne à la vie, on retourne à James Bord, qui est votre mari, le père de... Bon, etc., etc. Donc comment fait-on ça, cette idée-là ? Ça va mieux maintenant. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on arrive à mieux compartimenter les choses. Mais c'est vrai qu'au début, mes premiers rôles d'interprétation où je devais faire Roméo et Juliette, je tombais amoureuse de mon partenaire. Parce que je recherchais donc les sensations de... Quand on tombe amoureux, quand on a une histoire d'amour très forte, pour pouvoir les interpréter, pour qu'elles soient vraies. Donc je recherchais au fond de moi ce que j'avais pu ressentir. Et à force de le répéter, de le ressentir, etc., je finissais par m'en persuader, dans un sens. Maintenant, j'arrive à faire la part des choses, à pouvoir toujours donner autant de vérité dans mes sentiments, sans pour autant j'y crois. Voilà. Je pense que c'est ça la différence. Avant, j'y croyais. Maintenant, je sais que c'est pour le bien du spectacle et de l'interprétation. Vous avez grandi. Oui. Casse-Noisette 2007, c'est un grand bordel, puisque rien ne va, il y a des grèves, il y a des annulations. Il y a déjà, 2007, il y a déjà des grèves. C'est votre premier Casse-Noisette, et vous dansez dans quelles conditions ? Alors, sans décor, sans costume, seulement mon partenaire et moi. Tous les autres danseurs du corps de ballet étaient en tenue de répétition. Sans rideau de scène, sans éclairage, que la danse et l'orchestre. Que la danse et l'orchestre. Et le 19 novembre, exactement, vous êtes nommée danseuse étoile à la suite de cette représentation un peu casse-gueule quand même. C'était la première fois que je dansais ce ballet, Casse-Noisette, donc heureusement j'avais eu pas mal de répétitions en scène avec les décors justement pour pouvoir m'imaginer quel était l'emplacement de la danse, qu'est-ce que le décor voulait dire. En plus en Casse-Noisette il y a plein d'accessoires, de maisons, de petits chevaux, de choses, ça fourmille de plein d'éléments de décor. Et je me retrouvais dans un plateau vide de l'Opéra Bastille qui est quand même immense. Donc, et puis j'avais... Par exemple, à un moment donné, il y a des rats qui sont censés me poursuivre, donc c'est un cauchemar, j'ai peur, c'est horrible, etc. Et puis en fait, là, c'était des petites filles en tunique rose de l'école de danse qui me suivaient comme ça parce qu'elles n'avaient pas leur costume de rat. Et du coup, je me disais, c'est un petit peu comique parce que je dois jouer le fait d'avoir peur, mais en même temps, comment avoir peur de ces petites choses trop mignonnes. Ouais. Et alors, ça aurait pu être comique, mais en fait, ce fut l'apothéose. Regardez. La grâce et la maîtrise, aux répétitions comme sur la scène. Dorothée Gilbert est la nouvelle étoile de l'Opéra de Paris depuis lundi, depuis une représentation un peu particulière de Casse-Noisette. Pas de décor, pas de costume, pour cause de grève. Moi, ça m'a incité à en faire plus parce que je me suis dit, le public qui est là, qui a payé sa place, il faut essayer de le transporter dans l'histoire. Et sans les décors, sans les costumes, c'est pas évident. La jeune femme de 23 ans n'a jamais aussi bien dansé. En 2000, Dorothée Gilbert intègre le corps de ballet de l'Opéra de Paris. C'est alors une jeune fille pleine d'appréhension. On doute toujours de sa technique. Est-ce qu'on va être bien sûr, bien au point? Est-ce que les répétitions que l'on a faites vont porter ses fruits?
Riffet en 2002, Sujet en 2003, première danseuse en 2005, Dorothée Gilbert prend de l'assurance, elle impressionne et elle séduit. Le ciel de l'Opéra de Paris compte désormais une étoile de plus qui promet de briller pendant longtemps. Pendant longtemps, tout est relatif, puisque dans quelques années, vous êtes à la retraite à 42 ans. Oui, oui. C'est fou comment on change. Hein. Ah non, vous ne trouvez pas? On voit Pas vraiment la tellement. différence. Comme, oh si. Ah, vous Non, êtes mais regardé là. Oui, oui, oui. Alors oui, dans 6 ans, je pars à la retraite. Ça s'arrête. Ça se prépare? Oui, ça se prépare et en même temps, c'est compliqué parce que d'abord, quand on est danseur, on passe tout notre temps à danser, à mettre toute notre énergie au service de notre art. Et donc, on n'a pas forcément le temps non plus de s'imaginer quelle va être la suite pour nous. Et puis, c'est difficile quand on était passionné pendant autant d'années par quelque chose, de se dire que cette passion va se terminer et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver après? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver quelque chose qui va nous passionner autant? Est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'on peut vivre sans être passionné? Plein de questions. Évidemment, je vais gagner en liberté, plus de planning, contraintes, etc. Oui. Mais que ferai-je demain de tout ce temps? Est-ce un luxe ou une prison? Et mon corps, comment sera-t-il à 42 ans? Serai-je encore capable de danser des ballets entiers? Le plaisir de danser sera-t-il encore là? Voudra-t-on encore de moi sur scène? J'ai toujours voulu laisser une bonne image aux spectateurs et donc m'arrêter au bon moment, ne pas repousser à tout prix l'échéance, mais serais-je capable d'accepter de tirer ma révérence définitivement? Et que faire quand on ne sait rien faire d'autre? Je n'ai même pas mon bac, je sais danser, voilà tout. Ouais, bah, c'est vrai. Je voulais vous faire écouter un monsieur qui se promène dans la rue, qui s'appelle Germain Louvet. Ah oui. C'est le danseur étoile qui explique pourquoi la pénibilité doit être retenue dans le calcul de la retraite aujourd'hui obligatoire pour les danseurs de l'opéra à 42 ans. Retraite, c'est un beau mot de minuit. Pour le coup, en plus c'est un beau mot de l'actualité, et vous faites partie de ces régimes spéciaux qui négocient la pérennité de la spécialité de leur régime. C'est intéressant parce que l'universalité a quand même quelques plombs dans l'aile ici ou là. On écoute Germain Louvet à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu en décembre-janvier. Je pense que la pénibilité, on n'a pas besoin de vraiment la raconter, évidemment. Tout le monde comprend bien que la danse, ça concerne chaque partie du corps, que c'est un entraînement quotidien, que c'est à la fois un entraînement physique et sportif, à la fois un entraînement psychologique, évidemment artistique. On arrive autour de 35-40 ans avec des corps abîmés, usés, avec des arthroses, avec des hanches en titane. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui, dès 30 ans, se sont fait opérer des articulations comme le genou, la hanche, le tibia, les chevilles, pour remplacer des articulations, pour poser des vis, etc. C'est quand même pas anodin. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de marque plus concrète que ce genre de marque de l'effort sur le corps, qui montre bien qu'on est dans un régime extrêmement spécifique. C'est pas parce qu'on danse dans un palais qu'on vit une vie de château. Vous vivez dans un palais? Ah bah oui, le Palais Garnier, c'est magnifique quand même. C'est un lieu, à chaque fois que je passe devant, j'aime bien rigoler et dire « Oh bah tiens, je passe devant mon bureau ». C'est génial, c'est quand même un très très beau bureau. Non, c'est un lieu incroyable, inspirant, etc. Mais je suis d'accord avec ce que dit Germain, évidemment. Dans un climat d'exigence extrême, de discipline et de travail acharné, où la fatigue, l'expression de la douleur ou l'erreur n'avaient pas droit de citer, les exercices se succédaient tout l'après-midi. Exercice à la barre, apprentissage des 5 positions, pirouettes, entrechats, arabesques et autres figures toutes plus exigeantes les unes que les autres. Travail de l'en-dehors et de la souplesse. L'en-dehors, c'est la grenouille. La grenouille, oui. D'accord. Le travail de l'en-dehors et de la souplesse, adage sur demi-pointe, puis sur pointe. Pas un cours en revanche sur la récupération musculaire ou la nutrition. Pas un conseil pour savoir comment limiter les blessures ou quoi faire en cas de douleur. Rien sur le maquillage ou l'art du chignon. Je le déplore. Et j'espère que les nouvelles générations de professeurs veilleront à préparer plus concrètement leurs élèves en intégrant au programme ces enseignements qui serviront plus tard à optimiser leurs performances. Ça c'est des moments d'avant de l'apprentissage, oui, à l'école de danse. Est-ce que ça a beaucoup changé? Vous avez été l'un des témoins d'un documentaire qu'a fait Mireille Dumas sur l'école de danse de Paris, où c'était clair qu'il fallait trimer comme c'est pas permis. C'était dur. Oui, non, je pense que ça a changé. Et il y a 2 mots, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai fait un lapsus en le lisant. Vous dites à un moment, c'est un investissement
de chaque instant. Et je n'ai pas lu investissement, j'ai lu asservissement de chaque instant. Et c'est vrai que quand on regarde, je parlais tout à l'heure de la quantité de fois où vous avez utilisé le mot travail, quand on regarde votre parcours, c'est très très prenant, c'est très très besogneux. Oui, bah, complètement. C'est-à-dire que la danse, quand même, quand on réfléchit, c'est pas naturel. L'homme marche en parallèle, il monte pas sur les pointes, il lève pas les jambes de manière facile, on va dire. C'est de toute manière déjà un art qui demande énormément de travail pour pouvoir accéder à son langage. Donc, même si on a des qualités, il y en a qui en ont plus que d'autres, il y en a pour qui c'est plus facile de se mettre en dehors, d'être souple. Mais pour ceux qui n'ont pas justement toutes ces qualités requises à la base, il faut énormément travailler pour pouvoir accéder à cette manière de s'exprimer. Et aujourd'hui, donc, ça va mieux, on peut être enceinte, on peut prendre des congés maternité, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Et les petits rats ne sont plus exploités ou asservis comme... Non, mais je pense qu'on n'a jamais été asservis, c'est juste que c'est une époque qui était différente. En plus, moi, mes professeurs étaient déjà, entre guillemets, âgés et proches de la retraite quand je les ai eus. Donc, ils faisaient même partie de la génération encore d'avant. Les choses ont énormément changé depuis. On ne parle plus aux enfants de la même manière, ils ne se laissent plus traiter aussi de la même manière que nous, à l'époque. Parmi vos références, hein, les gens qui vous repèrent et qui vous aident dans les, comment dirais-je, dans les nécessités qui sont les vôtres, Brigitte Lefebvre, Claude Bessy, bien sûr. Ce qui transparaît aussi dans votre livre, c'est ce que j'appellerais vulgairement, enfin, ou trivialement, ou facilement, plus exactement, la niaque. Je poserai la question sur le respect de l'autre. On a l'impression qu'il faut grimper sur tous les autres pour être étoile. Bon, oui, mais pas du tout en fait. Il ne faut pas grimper sur tous les autres pour être étoile. Il faut gravir ses propres marches par rapport à soi, pour être au mieux de soi, pour pouvoir accéder au titre d'étoile. C'est pas parce qu'on va marcher sur quelqu'un que nous, on va être meilleur. Sauf que pour être étoile, il faut être très bon. Donc si on veut être très bon, il faut juste travailler soi et pas marcher sur les autres pour pouvoir monter les marches. Parce que de toute façon, ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Hein. Il faut être meilleur par rapport à soi-même et être au mieux de ce qu'on peut être pour être danseur étoile. Donc vous êtes en train de dire que le travail, c'est d'abord un travail sur soi. Ah, bien sûr. Donc que l'idée de la compétition, en même temps, c'est la compétition qui est un terme absolument pourri du néolibéralisme contemporain. C'est pas juste d'utiliser le mot compétition par rapport à l'école de danse? Je pense que seuls les meilleurs sont choisis. Donc forcément, tout le monde va être le meilleur. Ce qui veut dire que chacun va essayer d'être le meilleur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va marcher sur les autres pour pouvoir être le meilleur. Après, il y en a qui le font, parce que c'est dans leur manière d'être. Mais voilà, il y en a qui ont compris que ça ne servait à rien de faire ça. Alors, simplement vous êtes en train de préparer quoi là, pour Gisèle. Gisèle. Première représentation? Le 31 janvier. Peut-être. Oui. On me demande souvent comment faites-vous pour retenir tous ces pas. À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je crois qu'il existe une vraie mémoire du corps liée très fortement à la musique. Lorsque je dois reprendre un rôle que je n'ai pas dansé depuis plusieurs années, la veille de la première répétition, j'essaye de me souvenir des pas. Quelques bribes reviennent, mais pas grand-chose. Le lendemain en studio, dès les premières notes de musique, tout me revient d'un coup. Certains mouvements que j'ai déjà dansés s'imposent à moi, comme si je les reprenais exactement là où je les avais laissés 3 ou 4 ans plus tôt. La musique et la mémoire corporelle sont étroitement liées. C'est aussi facile que ça, finalement. Quand on est étoile, on sait tout faire. C'est pas tout faire. On connaît les pas. Après, ça veut pas dire qu'on les fait bien, mais déjà, on connaît le texte. C'est comme pour les acteurs. Mais c'est intéressant que ça revienne comme ça, que ce soit à ce point. Est-ce que c'est la même chose pour un texte qu'on apprend? Ça revient aussi. Moi, je ne suis pas acteur, mais je crois que oui. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que... Ce que disent les acteurs souvent. Par exemple, quand je fais des mises en scène d'opéra, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Puis je me remets le nez dans la partition, je commence à réentendre la musique et je me souviens de tout. Donc c'est en fait... je crois que la musique, plus qu'autre chose, crée une mémoire sensible et physique, en fait. Raymonda, c'était en décembre, plus de 20 représentations prévues. Il y en a eu une, et les 20 autres ont dû être annulées
cause d'un mouvement social qui, comment dirais-je, a fortement perturbé la France et qui continue à l'heure où nous enregistrons à le perturber. Marius Petipa, ballet en trois, faire de l'opéra et s'appeler Petipa. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher. Chorégraphie Nourieff, c'était le 31 décembre et on va vous regarder. Vous êtes combien de danseuses étoiles à l'opéra? En ce moment, on doit être une petite dizaine Ouais. de danseuses étoiles et 5 ou 6 danseurs étoiles hommes. Question, autre mot, que fait-on avec la célébrité? Vous parlez de nous, là? Oui. Des danseurs? La célébrité? Ouais. Pardon. Non, Non, on mais n'est pas vous êtes- célèbre. Hein. Si, parce que Non. vous faites aussi de la publicité. On vous fait pas êtes... beaucoup. Non, mais de temps en temps. Bah oui, mais il y a eu quoi? Il y a eu Repetto. Récemment, qui d'autre a fait des publicités? Oui, non, c'est exact. Bah oui. Et puis Repetto, c'était il y a plus de 5 ans. Mais non, je pense à la célébrité, c'est-à-dire que vous soulignez dans votre récit, vous soulignez le fait qu'à un moment, vous avez peur de ne pas plaire, et à votre public, hein, et qu'il a fallu du temps pour que vous acceptiez de pouvoir être regardé. Alors, pas par rapport au public, mais par rapport aux hommes surtout. Oui. Bah oui, le fait que j'ai eu du mal à avoir un premier amoureux, que ça avait pris du temps, que du coup pendant l'adolescence, j'avais pas un regard d'homme qui me renvoyait, vous voyez, quelque chose de positif. Donc j'ai mis du temps avant de prendre confiance en moi par rapport à ma vie de femme. Pas en tant que danseuse. En tant que danseuse, ça allait. C'est par rapport à votre propre image, c'est-à-dire vous faire confiance. Voilà. Ah oui, moi je l'avais entendu non, comme étant... oui. Plus, c'est vraiment par rapport à ma vie sentimentale et ma vie de femme, c'était assez compliqué. Bon, parlez-nous de la nourriture. Parlez-nous alors, j'ai vu que vous souffriez de pseudarthrose. Oui, en fait, ce sont les restes d'une blessure. J'ai eu une fracture de fatigue au 2e métatarse qui aurait dû durer 6 semaines. Normalement, c'est le temps de cicatrisation d'une fracture de fatigue et qui a duré 6 mois. Et au bout du 6e mois, j'ai passé un énième scanner et j'ai toujours le trou dans le pied, c'est-à-dire j'ai toujours la fracture, mais elle s'est pseudarthrosée, comme les médecins appellent, c'est-à-dire qu'elle s'est consolidée sur les contours. Donc j'ai un os avec une nouvelle forme. Voilà. Mais je ne souffre pas de pseudarthrose à l'heure actuelle, dans le sens où oui, elle est là, mais elle ne me fait pas souffrir du tout. Régime Régime, pas tellement régime dans le sens hypocalorique, mais oui, plus par rapport à essayer de mettre toutes les chances de son côté pour être le plus en forme possible. Parce que quand on a 20 ans, on peut manger par exemple des bonbons toute la journée et ça ira quand même. Le lendemain, on sera toujours plein d'énergie. Mais quand on commence à avoir 35 ans et même 30 ans, le corps prend plus de temps pour récupérer. On sent qu'il a besoin d'aide extérieure. Donc, une alimentation la plus équilibrée possible. En effet, pas d'alcool. Mais c'est suite à plein de déchirures que j'ai eues au mollet musculaire. J'ai arrêté l'alcool et depuis, je ne me suis
l'enclume fait mal. C'est donc, quoi l'alcool? C'est l'acide lactique, enfin, ou... Je pense que oui, d'abord ça déshydrate. Mm. Et puis en effet, les muscles brûlent. Il y a plein d'acide lactique quand on boit trop d'alcool, et surtout le blanc, mais même le rouge, je pense que pour moi, c'était pas extraordinaire. Donc un peu de kiné en prévention Ouais. et puis du yoga. Et du yoga pour la souplesse. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc il y a pas de... Il y a des kinés à l'opéra ou il faut le faire à l'extérieur? On a des kinés à l'opéra, mais j'ai trouvé un super kiné qui À me comprend l'extérieur. très bien et qui connaît bien mes mollets à l'extérieur. Il y a de la progéniture dans votre famille? Il y a des enfants? Bah là, oui, Bon, il y en a une. oui, voilà. Il y en a une. Mais- Il y en a une. Vous êtes pour vous comporter comme vos parents, c'est-à-dire que si elle veut, vous irez jusqu'au bout pour elle, y compris Ah oui, bien sûr. aller vous installer à Toulouse. Ah bah pourquoi pas? Oui, oui. En plus, quand elle aura l'âge que j'avais quand je suis partie à Paris, donc quand elle aura 12 ans, Problème de maths de 3e, ça. Non, mais quand elle aura À quel 12 ans, âge? pour faire Oui. simple, quand elle aura 12 ans, moi j'en aurai 42, donc je serai à la retraite de l'opéra. Donc et je vous pourrais pourrez vous partir. occuper à temps plein d'elle. Je pourrais partir à Tombouctou, à Hong Kong. Tombouctou, c'est Bon, pas après, il y évident a en mon ce mari moment. aussi, il faut qu'il puisse aussi venir. Mais oui, oui, pourquoi pas. Votre mari photographe Ouais, c'est lui qui a signe, fait, ouais. signe une grande partie des photos de ce livre. Est-ce que vous avez un objet avec vous? J'ai une bague. Oui, celle-ci. Je ne vais pas vous la montrer toute seule parce que ça serait un peu... Bon, voilà. Et c'est mon mari qui me l'a dessinée pour moi. Donc il n'est pas seulement Donc elle est photographe, aussi- il est aussi dessinateur. Mais vous savez qu'il a fait les beaux-arts. Oui. Son parcours est complètement atypique, c'est-à-dire qu'il est photographe et réalisateur aujourd'hui, mais il a commencé en faisant les beaux-arts, il avait des... Vous pouvez la remontrer un peu quand même, voilà, que la caméra zoome un peu sur ce qui ressemble à un serpent. C'est ça. Et donc j'avais donné des instructions et il l'a dessiné, il a fait faire et du coup c'est une pièce unique et c'est... voilà. Stéphane, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Oula C'est la question piège comme à l'école. Moi, j'ai une Non, non, mais pas du admiration. tout. Vous avez Non, non, écouté alors- la leçon. Ça fait 20 ans que je pose la même question tout le temps au même endroit à peu près. Non, Donc, mais d'abord, j'ai une admiration sans borne pour les danseurs, pour les chanteurs, pour les acteurs qui ont une discipline et une exigence de travail ahurissante. Enfin, une discipline sur le corps, notamment, que je serais bien incapable de m'imposer. Après, je pense toujours... Enfin, c'est cette question de l'exigence. C'est-à-dire que, enfin, comme disait Dorothée tout à l'heure, il faut... on n'est jamais parfait, hein, vous disiez en coulisses. Et en même temps, c'est une tyrannie, la perfection. Et celle-là, je la connais assez bien. Parce qu'on s'auto-tyrannise avec la perfection. Comme metteur en scène, on se met à tyranniser les autres, hein, parce que c'est jamais assez parfait. Donc c'est sa propre... c'est son propre démon qui vient torturer les autres. Et donc je me dis des fois, il faudrait accepter l'imperfection, accepter la fragilité. oui, mais vous ruineriez les psychanalystes si c'était le cas. Non. Je pense que les psychanalystes, leur travail, c'est de nous faire accepter cette fragilité. Ouais. Exact. Pause musicale avec Surel, Segal et Gubitsch, violon, violoncelle, guitare électrique pour un trio et une musique inclassable. Ils jouent ensemble depuis 2014 et ils sortent Camara Pop. C'est un album dans lequel figure ce Traversouras.
Surel, Segal et Gubitsch. Stéphane Brunsweg, on parlait tout à l'heure de perfection. Puis pendant cette musique, Dorothée Gilbert disait qu'effectivement c'était obsessionnel la perfection parfois, hein, et que c'était pas évident d'imaginer un lac des Cygnes à danser quand le lac des Cygnes mettait plutôt en valeur vos défauts. Et vous l'avez fait, ça s'est bien passé. Donc ça s'est retourné, vous avez sublimé. Ben, Voilà. Je me suis servi, oui, je suis acceptée, mais j'ai su m'accepter moi et me montrer vulnérable. Et du coup, forcément, je pense que ça a dû... Quel travail! Quel travail! S'accepter soi et accepter sa vulnérabilité. Stéphane, metteur en scène, scénographe, avec un parcours assez exceptionnel dans le théâtre contemporain français et européen, puisque vous dirigez l'Odéon. Aujourd'hui. Mais vous êtes passé par Orléans, vous êtes passé par la Colline, vous êtes passé par le Théâtre national de Strasbourg. Et puis, vous évoquez tout à l'heure votre grand-père qui voulait faire du théâtre et qui a fini par faire avocat.
pour la bonne cause. Magistrat. Et vous aussi, vous avez après l'ENS, École nationale supérieure, vous aviez une tentation cinématographique. Ah, vous savez ça? Ben oui. Et avec un flirt un peu avec les cahiers du cinéma, etc. Donc je me disais, qu'est-ce qui fait que c'est un moment ça a basculé? Même si de temps en temps vous utilisez dans vos spectacles la vidéo, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma, je veux dire. C'est vrai que quand j'étais adolescent, j'étais cinéphile, passionné de cinéma. Je l'ai été beaucoup. J'ai écrit dans les cahiers du cinéma. Vous avez créé une revue qui s'appelait Vertigo. Absolument, oui. Donc j'ai eu une période très, très cinématographique. Mais le désir de théâtre, il remonte à avant. Et quand j'ai commencé mes études de philosophie, puisque j'ai fait des études de philo, c'est le moment où je me suis remis à faire vraiment du théâtre. Et là, j'ai trouvé un moyen d'expression qui m'était tellement évident, tellement naturel, que le cinéma est passé complètement... ce désir de cinéma est passé complètement derrière. Après, pendant longtemps, quand j'ai commencé ma carrière de metteur en scène, entre 25 et 35 ans, j'allais presque plus au cinéma. C'était complètement passé derrière, puis c'est revenu quand même. J'aime bien y aller. Le premier mot que j'ai envie de vous soumettre, c'est... on vit dans une société de l'immédiateté, on vit dans une société, pas forcément de l'individualisme, mais de l'égoïsme forcené. Ce qui se passe avec les Gilets jaunes, ce qui se passe un an plus tard montre bien qu'il y a une fracture dans la réalité de la vie. Et puis il y a un terme qui s'est imposé depuis, schématiquement depuis la chute du mur de Berlin, c'est le terme de marché, et donc le terme de consommation. Le théâtre que vous faites est un théâtre extrêmement exigeant. Et la manière dont vous le faites est absolument exigeante, perfectionniste, vous disiez tout à l'heure. Mais le mot que j'ai envie de vous soumettre, c'est consommation. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites de cette surconsommation aujourd'hui? On peut consommer du populaire, on peut consommer du vulgaire, mais aussi on peut consommer aussi du branché. Comment vous faites avec ça? Tout se consomme et tout se consume. Comment vous et surtout, je me dis par rapport à vos débuts à Orléans, par rapport à ce que vous faites à l'Odéon aujourd'hui, dans la perspective qui est la vôtre de rouvrir sur l'Europe, est-ce que vous avez changé par rapport à cette idée de consommation et de consommation? Non, je ne crois pas que j'ai tellement changé. Après, dans mon travail, oui, j'ai beaucoup, en 30 ans, ça fait 30 ans que je fais des mises en scène. Alors évidemment, je ne fais plus du tout du théâtre comme je faisais il y a 30 ans, mais je dirais que la base, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on fait du théâtre, comme disait aussi Dorothée, pour raconter des histoires, pour rentrer dans des fictions, mais en même temps, pour nous aider pour moi, à affronter la réalité, en fait. C'est le paradoxe du théâtre. On plonge dans la fiction, on plonge dans le rêve, on plonge dans une réalité qui est en quelque sorte virtuelle, mais c'est une virtualité qui nous ramène au réel. Cette idée, je l'avais déjà quand j'ai commencé, et je l'ai gardée, je dirais. Vous n'en bougez pas. On sort de Nous pour un moment, qui est très contemporain, Arnaud Ligre, et on va enchaîner à l'Odéon sur Oncle Vania, deux mises en scène signées par vous. Entre Arnaud Ligre, dont le texte est Nous pour un moment et Moi proche, est publié chez l'Arche, et Vania, Oncle Vania, qu'est-ce qui fait qu'on prend celui-là et celui-là, et dans des temporalités différentes, dans des temporalités d'écriture différentes? J'ai pas, dans ma vie de metteur en scène, monté beaucoup de textes contemporains. Je suis plutôt réputé pour monter des classiques, donc j'ai monté X Tchekhov, X Ibsen, X Pirandello, X Molière. Donc je suis plutôt repéré comme un metteur en scène de classiques, mais une manière de monter les classiques qui essaye de les connecter avec le contemporain, avec le monde dans lequel on vit. Mais il y a quelques années, j'ai rencontré l'écriture de Arnaud Ligre, qui est un auteur norvégien contemporain. Que vous avez traduit?
qu'on a traduit avec une camarade allemande qui s'appelle Astrid Schenka. Et c'est un auteur, quand je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, qui m'a complètement enthousiasmé. Donc maintenant, je monte un peu. À chaque fois qu'il écrit une nouvelle pièce, j'essaye de la monter et de la faire passer avant les autres projets. Parce que vous savez, les auteurs contemporains, les grands auteurs contemporains, c'est des gens qui arrivent à vous, comment dire, à vous parler du monde dans lequel on est, mais sans le faire par, comment dire, juste en rapportant des images ou en rapportant des clichés. C'est des gens qui vous font rentrer dans la réalité contemporaine en déviant tous les clichés qu'on a. Et comme vous disiez, la consommation, elle est faite de clichés, en fait. On ne consomme que des clichés. Et bien, on a besoin d'auteurs comme ça qui nous permettent de re-regarder le monde réel en enlevant les filtres. Alors, je voudrais qu'on regarde un extrait de Nous pour un moment. Je signale simplement, c'est un document de travail, mais qu'on puisse parler ensuite de la manière dont vous envisagez vos mises en scène. Donc, ça a été donné à la salle Berthier, hein, qui est la succursale, si j'ose dire, de l'Odéon tel qu'on le connaît à Paris. Arnaud Ligre, on regarde un extrait et on parle après de ce que dit la pièce et de la manière dont vous avez imaginé sa mise en scène. Au bout d'un moment, le 4e arrive en nageant. Il a traversé le chenal, aller et retour. Ça fait loin. Je peux y arriver, ai-je pensé. Je tente, ai-je pensé. Et je l'ai fait. Les autres ont voulu me retenir, mais ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire. J'y suis arrivé. Maintenant, je peux dire, je suis un homme qui a traversé un chenal à la nage, juste devant le quai où j'étais assis avec quelques copains à boire une bière dans une nuit d'été. Je te lorgne. Ton corps presque nu, tes gestes un peu gauches, ton visage pas complètement beau. Je te vois. Tu te tournes à moitié vers moi, souris et t'assois à côté des autres. Ils sont impressionnés. Je reçois une ovation. Tu l'as fait, disent-ils. Putain, on ne l'aurait pas cru, disent-ils. On s'était tous dit que tu ferais vite demi-tour, disent-ils. Tu t'imagines qu'il a nagé si loin, nous chuchotons-nous? Les garçons sont bruyants, frimeurs. Si nous remontions? Non. Tu es sûr? Nous restons ici. J'ouvre la bouteille de vin et je remplis nos verres. Ils parlent de nous? Par moments, ouais. Ils disent elles sont encore pas mal. Alors, question évidente, immédiate, est-ce que l'eau est chauffée? L'eau est chauffée, légèrement. Légèrement, mais... Alors, quel est ce parti pris de l'eau? En fait, c'est une pièce qui raconte une série de rencontres éphémères. La pièce, enfin le titre français, c'est Nous pour un moment. C'est voilà, on est des nous pour un moment. Et on n'est pas des nous personnes, mais on est des nous, enfin statut social, enfin oui, personnes, amis. Disons que les personnages sont caractérisés par leur niveau de relation ou leur niveau de proximité les uns par rapport aux autres. Donc il y a des personnes, des amis, des ennemis, des connaissances, des inconnus. Voilà, c'est 5 catégories de personnages. Et c'est une série de rencontres, la pièce. Et ce qui me semble assez intéressant, c'est qu'Arnaud Ligre nous parle de la fragilité des rencontres, de la fragilité de l'existence, du fait qu'aujourd'hui, autrefois, on se mariait, on faisait des enfants, on passait toute la vie avec quelqu'un. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils font des enfants, ils se séparent, ils recommencent une autre vie, on change de métier, on change d'entreprise. Donc c'est très fluctuant. Voilà, la vie est liquide, la vie est fluide et liquide. Et donc ça crée à la fois des opportunités, donc il y a un côté positif, et puis ça crée aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude. Ce qu'on entend aussi
dans les mouvements sociaux, c'est cette peur aussi, cette peur de qu'est-ce qu'on va devenir, et si on perd ça, qu'est-ce qu'on va avoir à la place, etc. etc. Et je trouve que Arne, il a vraiment saisi quelque chose de l'époque dans cette pièce et dans la structure même de la pièce. Je ne peux pas détailler exactement comment c'est fait, mais et du coup, quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, il faudrait que le décor, ce soit juste de l'eau et qu'il marche dans l'eau, enfin, qu'il soit dans l'eau. C'est-à-dire qu'il soit... parce que l'eau, c'est une image de l'incertitude. De l'instabilité. Plus qu'une image, c'est une sensation. Je ne sais pas si vous avez déjà dansé dans l'eau, mais marcher dans l'eau... Proche de l'eau. Ouais. Marcher dans l'eau, on ne sait pas où on marche, on ne voit pas très bien où on met les pieds, en fait, dans quoi on met les pieds. Et en fait, ça nous a aidé à trouver... parce qu'en fait, c'est plein de petites histoires. Et au fond, toutes ces petites histoires qui sont dans la pièce, elles font un paysage plus global qui est un monde, en fait, un paysage contemporain. Une société contemporaine. Ouais. Sur l'utilisation de l'eau, etc., dans la pièce précédente que j'avais vue, c'est l'école des femmes, il y avait des vélos d'appartement. Ouais. C'était même chose devant la maison d'Arnolphe. Il y avait des vélos d'appartement. Ouais. Voilà, ça c'est le réel aussi qui... Oui, ça c'était pas... J'aime bien vous faire rire parce que... Parce que ça me faisait rire en fait, les vélos d'appartement. c'est parce que l'acte... Souvent quand je fais des spectacles, je discute aussi avec les acteurs. J'aime bien aussi m'inspirer de leur propre imaginaire. Et en discutant avec Claude Duparfait qui jouait le rôle d'Arnolphe, il me disait moi je l'imagine bien aller dans les salles de sport. J'ai dit banco, on va te mettre un vélo d'appartement. Et donc, effectivement, il jouait la première scène de l'école des femmes, qui est une longue discussion avec son ami sur des vélos. Et du coup, ça amenait tout de suite la pièce du côté d'une certaine image de la masculinité aujourd'hui. Oui, puisque c'est effectivement, c'est MeToo. Hein, on en parle. Bon, aujourd'hui, c'est une autre dimension avec la pédophilie et Matzneff, etc. Mais effectivement, cette pièce de Molière, alors Vitesse disait que Molière était misogyne. Vous êtes vous plus circonspect par rapport à cette dimension-là. Mais comment est-ce qu'on contemporanéise l'école des femmes? Est-ce que ça a besoin d'être contemporanéisé avec des vélos d'appartement ou pas? Avec des vélos ou autre chose. C'est pas qu'on le contemporanéise, c'est que on le fait exister pour nos contemporains. C'est-à-dire c'est un petit peu différent. En fait. Creuser la place du spectateur. Ça, c'est une phrase qui est de vous, hein, et qui est magnifique. Oui, parce que je crois que si on fait le spectacle, comment dire, comme on a toujours fait, avec des costumes du XVIIe, etc., en fait, on a l'impression toujours d'être dans le cliché de la pièce. Et si on veut la faire... Moi, ce qui m'intéresse quand je lis une pièce, quand j'essaie de la mettre en scène, c'est qu'on ait l'impression qu'on la joue pour la première fois, qu'on la découvre. Je peux poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des ballets classiques, du coup? Comme ça... Gisèle, justement. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Quel est l'avenir de la danse classique je pense que déjà, c'est un petit peu différent. Le théâtre, la danse, l'opéra. Enfin, je ne sais pas si on peut... Tout à fait contemporain. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que vous êtes aussi metteur en scène d'opéra. Ouais. Mais les opéras, c'est pareil, parce que les opéras aussi se modernisent. Ils font des mises en scène hyper contemporaines. Finalement, le ballet, on est les seuls. Robert Carsen, etc. Oui, vous voyez ce que je veux dire? À garder le langage, mais aussi tout ce qui va avec, la mise en scène, les costumes. Oui, c'est une question. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je vous la pose. Ouais. Que vous en pensez? C'est vrai que parfois, quand je vois... Enfin, je ne vais pas très souvent au ballet classique, mais... ce qui me plaît, c'est quand j'ai l'impression que vous réinventez tout. C'est-à-dire que... Seulement par notre interprétation. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme Glenn Gould quand il joue du Bach, on a l'impression que c'est lui Bach. C'est-à-dire que sous ses doigts, la musique se réinvente. Et pour moi, un grand danseur ou un grand acteur, c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il invente le texte, qu'il invente sa danse. Donc si j'ai l'impression que vous êtes juste simplement dans la revisitation d'une partition,
Oui, c'est je pas vois. la même chose que si j'ai l'impression que vous... On se l'approprier Voilà, complètement. voilà. quoi. Et c'est ça qui est important. Et pour le théâtre, on est vite bloqué par... Parce qu'on n'a pas la musique, nous. Mm. Il faut pas oublier ça. La musique nous traverse, je dirais, de manière transhistorique. La musique, voilà, ça traverse. On est dans une autre temporalité, en fait. Avec les mots, on est dans une temporalité qui fait que quand on écoute des vers des Alexandrins de Molière, on est tout de suite transporté au XVIIe siècle. Et si nous, dans notre interprétation, on reste dans le XVIIe siècle, ces mots vont être comme étouffés par la gangue visuelle, alors que si on joue avec nos corps d'aujourd'hui, ces alexandrins, tout d'un coup, ils nous paraissent d'une modernité incroyable. Et c'est ça, essayer de faire entendre la force de ce que disait Molière, qui était un radical pour l'époque. Hein. Et, la question qui me venait, c'est est-ce que Arnolphe, c'est Weinstein? Non, non. Non. Non, parce que Arnolphe qui moule à sa façon Agnès, hein, qui veut en faire et Agnès se libère parce que déjà... Quand on répétait l'école des femmes, on était en plein dans le début de l'affaire Weinstein. Ouais. Et évidemment, on est passé par toutes sortes de... Enfin, quand on répète, on est traversé par l'actualité. Tout le temps. On arrive à la répétition, on est porteur des journaux qu'on a lus, des nouvelles qu'on a entendues, des discussions qu'on a eues à l'extérieur. Donc la répétition est poreuse par rapport au monde extérieur. Donc quand on arrive en pleine affaire Weinstein, c'est sûr qu'on y pense. On monte une pièce qui raconte une histoire pratiquement de pédophilie, d'emprise d'un homme d'un certain âge sur une adolescente. Mais d'un patriarcat. Voilà. Ce qui est problématique, c'est que si on se dit c'est Weinstein, en fait, on s'arrête de travailler. Parce que tout d'un coup, on a plaqué quelque chose sur une pièce, et au lieu d'aller chercher ce qui en fait la poésie, on va la bloquer dans une image. Il faut qu'on y pense sans se dire que Arnolphe, c'est Weinstein. Parce que Arnolphe, d'une certaine manière, il a aussi une candeur. Il est aussi Molière lui-même. Et il a beau être épouvantable dans son projet, c'est un homme, c'est rien qu'un homme. Encore une sublimation. Je voudrais qu'on regarde un extrait de Quand vous étiez à la colline, 6 personnages en quête d'auteur, Pirandello, mise en scène par vous. Je voudrais qu'on regarde un extrait. Et cette Madame Patch, elle est où? Elle n'est pas avec nous, monsieur. Et on fait comment? Oh, mais elle est bien vivante, elle aussi. Mais très bien, mais elle est où? Attendez un peu. La voici. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pas mal comme effet. Mais vous avez touché au vidéoprojecteur? C'est bizarre, j'ai l'impression de la connaître. Ah oui? Elle a pas joué dans... Mais c'est elle, c'est Madame Patch. Pourquoi voulez-vous absolument gâcher par des explications vulgaires ce prodige d'une réalité qui naît juste de son évocation et qui a plus le droit de vivre ici que vous, parce que beaucoup plus vrai que vous. Vous voyez, ma belle-fille l'a reconnue et s'est tout de suite approchée d'elle. Regardez la scène maintenant. Et alors? Et qu'est-ce qu'elle dit? Bah comme ça, on n'entend rien. Le son, le son. Mais ça va pas. C'est pas des choses qu'on peut dire tout haut. Moi, je peux parler à voix haute parce que c'est ma vengeance de lui faire honte. Mais elle risque la prison. Mais elle est pas mal, celle-là. Si nous, sur le plateau, on ne vous entend pas, pensez au public dans la salle. Stéphane Braunschweig, extrait, là il y a encore du contemporain, puisqu'il y a l'usage de la vidéo. Et une autre question sur les textes. L'Hygre, vous l'avez traduit. Est-ce qu'il y a nécessité de traduire les textes ou est-ce qu'on n'est pas obligé? Comment vous vous situez par rapport à ça?
disons que quand on fait du Molière, on ne traduit pas. Certes. Donc on n'est pas obligé de traduire. Et si on va dans d'autres pays aujourd'hui, si on fait du Molière à Berlin, si on fait du Molière à Berlin, on va traduire et on va traduire dans une langue relativement contemporaine. C'est-à-dire peut-être pas archi datée d'aujourd'hui, mais au moins qui n'aura pas le côté XVIIe siècle. Ça c'est bien évident. Quand j'ai monté du Pirandello, c'est vrai que j'ai retraduit la pièce. Quand on a fait des Ibsen, on a retraduit la pièce. Tennessee Williams. Tennessee Williams, oui, on a eu une traduction récente. En fait, les traductions vieillissent. Et elles vieillissent plus vite que les originaux. Donc, on vient de retraduire Autant en emporte le vent. Oui, les traductions, ça vieillit. Donc, il y a, par exemple, quand vous prenez Pirandello, Pirandello, c'est dingue en italien. C'est une langue, parce que lui était, c'est une pièce, ça tourne toujours autour de la folie en fait, hein, de l'obsession. C'est des écritures labyrinthiques. Quand on lit ça en italien, ça a une certaine évidence. Et quand on lit ça en français, je dirais dans des traductions des années 30, c'est vieillot. Donc il vaut mieux retraduire. Ouais, pour essayer de retrouver quelque chose de l'original, mais qui, pour nous aujourd'hui, en fait. Pour Arne Ligre, évidemment, il faut le traduire, c'est du norvégien, et puis il n'a jamais été traduit. Donc. Non, mais pour être sous-titré. Ah oui, mais je n'ai pas des acteurs norvégiens sous la main. C'est clair, c'est clair. Ce qui n'est pas le cas pour Vania, évidemment, puisque pour Vania, c'est un spectacle que j'ai fait avec des acteurs russes, donc on va présenter en version russe, sous-titrée en français, dans une très bonne traduction de Markovitch. Dans vos repères, on a parlé de votre grand-père, mais il y a un père spirituel qui est Antoine Vitesse. Et vous avez suivi ses cours, c'était en 1987, c'était à Chaillot. Et je vous propose de regarder Vitesse en 1976, qui donnait un cours sur le langage et la diction au conservatoire. Le support de ce cours, c'est le texte, c'est le Cantique des Cantiques. Regardez. Si toi, tu ne sauras pas la plus belle d'entre les femmes, sors-toi sur les traces du bétail et mène au champ tes jeunes chèvres. Prêt. Prêt. Justement, accentue, c'est ça. La gaieté doit venir sur les prépositions. Prêt. Je suis sûr de ça. Et mène au champ tes jeunes chèvres. Prêt. Des demeures de ceux qui mènent au champ. À une jument, parmi les chars de Pharaon, je t'ai comparé, mon amour. Une grappe de henné est mon ami. Pour moi, parmi les vignes d'Engadi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le Cantique des Cantiques habituel, dans les traductions habituelles, mais ce qui est tout à fait clair dans celle-ci, que j'aime dans celle-ci, c'est qu'on sent, ce qu'on sent, c'est la Palestine. C'est-à-dire qu'on sent on sent vraiment, et je ne sais pas, il a réussi à isoler, à placer, à isoler les mots de telle manière qu'on sent, et c'est pour ça que j'aime tellement cette traduction, on sent les fruits, les odeurs de la région. Ça, je sais pas, ça respire la Palestine, le Liban, Chypre. On sent des odeurs comme cela. Oui, sur le martel, comme ça n'apparaît plus. Si, je crois au contraire que c'est comme ça que ça apparaît, moi. Je suis certain. Commentaire? C'est toujours émouvant de le revoir. Et ce qui est frappant, c'est sa jubilation. C'est un homme qui jubilait de faire du théâtre. Il est complètement dans son... Oui, il jubilait de transmettre, il jubilait de rêver autour des textes. Voilà, c'est un rêveur. C'est un grand rêveur. Pour terminer cette conversation, deux, trois questions sur... on a parlé de votre théâtre, de votre approche. Quand on prend la saison 2019-2020 de Odéon Théâtre de l'Europe, il y a Théâtre de l'Europe. Que vient-elle faire, l'Europe? Et pourquoi et à quoi peut-elle servir aujourd'hui, l'Europe, dans les fractures culturelles qui sont les nôtres? On est dans une Europe où il y a de plus en plus de frontières.
où les frontières reviennent. Alors il y a les frontières des pays, il y a les frontières, les murs, les barrières sociales, il y a l'Angleterre qui va se remettre derrière des frontières. On est de plus en plus derrière des frontières. Moi je pense que le théâtre de l'Europe et les artistes doivent travailler à faire tomber les frontières. On parlait au début de l'émission du fait que, en fait, souvent les artistes, on est des endroits de croisement, en fait. Je pourrais dire aussi que moi, j'ai aussi mon origine sicilienne, ça, on ne le sait pas, mais ma mère est à moitié sicilienne, en fait. Donc, c'est pour ça que peut-être j'ai envie de faire du Pirandello, mais moi, j'ai l'impression d'être fait d'être européen. Cette patte-là. Ouais, de toutes sortes d'influences. Et je crois que la richesse, elle vient du fait que les frontières tombent et qu'on se croise. Et le théâtre de l'Europe, ça doit être un lieu de croisement. Ce lieu-là, ce lieu de croisement et du métissage. Hein, c'est métis, réjouissant, radical, ce sont les trois qualificatifs qu'on associe à des mots de minuit. Je cite Caroline Nguyenne, Gisela Nguyenne, ouais. Et Christiane Jataï, oui. Qui sont des artistes, des metteuses en scène associées au Théâtre de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parlait d'Agnès tout à l'heure et du statut de la femme. Pourquoi est-ce que vous associez ? Comment est-ce qu'on peut faire basculer ? Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer quelque chose qui est souvent masculin ? Avec force de volonté. C'est vrai qu'arriver à avoir plus de parité, plus de diversité dans les distributions, dans les programmations, c'est un objectif qu'on se donne. Maintenant, moi, je ne suis pas du tout pour les quotas et tout ça. Je pense que c'est le talent des interprètes, c'est le talent des artistes qui doit primer. Mais c'est vrai qu'on a toute une nouvelle génération de femmes metteurs en scène dans les trentenaires, les quarantenaires, qui est formidable. Donc, voilà, et elles doivent absolument avoir leur place dans ces grands théâtres. Un jour, on vous posait la question, un de mes confrères vous posait la question, vous disiez le théâtre, et vous développez sur le théâtre, à quoi ça sert, etc. etc. Et vous ajoutiez cette phrase, et je trouve qu'elle serait magnifique en exergue de cette émission, c'est notre endroit de résistance à la nuance et à la complexité. C'est bien, ça. Je pense que aujourd'hui, tout est blanc et noir. Il n'y a plus d'espace de discussion, enfin, même sur les questions je sais pas, de gilets jaunes, de manifs, etc. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas d'endroit possible où les gens pourraient se mettre vraiment à discuter, à être un peu intelligent, en fait. Moi, je crois que le théâtre doit être un lieu d'intelligence, et l'intelligence, c'est la nuance, c'est la complexité, c'est pouvoir penser, mais aussi penser avec sa sensibilité. Penser large et métisse. Est-ce que c'est un objet avec vous ? Je vous ai amené une tablette de chocolat, parce que déjà, quand on la partage, ça Elle se marre. Comme ça, j'en mangerai un peu moins. Avant de goûter et avant de partager la galette, la galette. Qu'avez-vous entendu de votre voisin, Dorothée Gilbert ? Plein de choses très intéressantes. L'amour de ce qu'il fait aussi. Je pense que la passion est quelque chose d'important dans nos métiers, et je l'ai ressenti à travers vos mots. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes deux grands malades tous les deux. Vous êtes des perfectionnistes. Vous êtes des perfectionnistes absolus. Donc, on va partager le chocolat. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être dans Des mots de minuit. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Iran, ni dans plein d'autres endroits. Et par ailleurs, même si nous sommes en 2020, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.